Attention, vous écoutez un programme audioactif. Revs up, lights out on 2019. Great start from Miller on the second row, and it's a good start from Dovizioso also. Not so much for Marc Marquez. Quartararo finally exits pit lane. Oh dear, what was he sitting up in the middle of the circuit for? What's happened? He's just thrown something off his bike. He's having a look. He sits up Dovizioso. The crowd here go wild. 46 flags everywhere. He has made his move. Oh, Vignales and Morbidelli. Salut à tous, on se retrouve pour le numéro 64 de C'est qui en pôle, c'est Cyril. Et ce soir, je retrouve Pierre à nouveau. Comment ça va ? Ça va super, Cyril. Magnifique Grand Prix de Phillip Island, donc toujours content de voir ça. Ah, c'est beau, il y a toujours des animaux là-bas. Hein. Yannone pourrait nous en parler. Voilà, Yannone, c'est les animaux du monde, lui. Hein. Il va tous les faire, je crois. C'est ça. La prochaine fois, ce sera un koala. Ouais, c'est ça. Ouais, le koala, le jour où il traverse, ça va être plus compliqué quand même. Donc, on va parler évidemment de ce Grand Prix d'Australie qui s'est tenu à Phillip Island comme tous les ans depuis maintenant un petit moment. Et le gagnant donc de notre petit jeu en partenariat avec la bécannerie Thium, c'est Nit9 qui a trouvé donc Vignales en pôle en même. Je crois qu'ils étaient deux puisqu'il y avait comme d'habitude Monsieur Belou qui joue comme d'hab notre ami espagnol. Mais ça c'est la tradition, on va dire. On va parler rapidement des petites news. Donc, il y avait 2 wildcards en Moto3 pour ce Grand Prix. Donc, il y avait Yanni Shaw et Rogan Chandler donc, qui couraient en Moto3. Je te laisse les petites news MotoGP. Oui, donc on a eu la confirmation que Brian Binder, initialement prévu chez Tech3 MotoGP en 2020, sera finalement dans le team officiel KTM, et c'est du coup Iker Lecuona qui monte de Moto2 chez Tech3 pour remplacer la place vacante de Zarco en GP. Et du coup, celui qui fait la gueule, c'est Miguel Oliveira, forcément, qui a fait une petite déclaration en ce sens où il aurait compris qu'on prenne Kallio, voire, j'imagine, un autre pilote expérimenté, mais pas trop un rookie, chez KTM en factory. Donc voilà, et puis Bradley Smith aussi, il a eu une petite remarque sur Twitter qui m'a fait bien rire, où il y a un journaliste qui disait qu'il était content de voir des nouvelles têtes en MotoGP, que ce soit pas toujours les mêmes vieux briscards qu'on voit lorsqu'il faut sauver un peu le feu, etc. Et du coup, notre ami Bradley Smith répond les avis, c'est comme les trous de cul, hein, tout le monde en a un. Petit clin d'œil à 2 heures de perdu, évidemment. C'est ça. Donc, ambiance. Il était pas content, je pense, de ne pas être pris. Bah ouais, mais bon, qu'est-ce que tu veux, Smith, c'est un peu compliqué, hein, quand même. Clairement. Il a fait son temps chez KTM, ça s'est pas très très bien passé non plus, donc c'était un peu difficile de justifier un retour, à mon avis. Hein, Oui. Et puis sur les wildcards qu'il a pu faire à Aprilia, il était pas non plus brillantissime. C'était pas ouf, ouais. D'autres petites news, donc plutôt World Superbike. Donc on a eu la news que Léon Camier, qui quitte Honda, sera chez Barney Racing, donc Ducati, en 2020. Du coup, c'est Rinaldi qui se retrouve sans siège, parce qu'a priori, le team n'alignera toujours qu'une seule moto. On a Randy Krummenacher qui passe du team Bardal Yamaha à MV Agusta en 2020, toujours en Supersport du coup. On va passer au déroulé du week-end, donc en Moto3. Alors en Q1, ce sont Honshu, Arbolino, Mazia et Boussamos qui se hissent donc en Q2. Et on va voir Ramirez qui sera en pôle devant Canet, Arenas, McPhee, Toba qui est 5e, donc Dalla Porta 6, Mignot 7, Fenati 8 et Vietti 9. Pour le déroulé de la course, donc on va avoir un bon départ de Ramirez. Riccardo Rossi va vite dans les graviers suite à un contact avec Binder. Canet qui est lui vite aux avant-postes également. Et surtout Fenati qui se montre en tête de course. Et par contre, dès le deuxième tour, on a donc Canet qui va chuter. Donc c'est fini pour lui pour ce week-end. Et reste à Dalla Porta donc de finir dans les 9 premiers pour assurer le titre. Et d'ailleurs, il va à ce moment-là vraiment faire l'effort pour se montrer en tête de course. Et on a Binder, McPhee et Arbolino. Donc tout le monde est là, ou presque, puisqu'il y a 2 secondes entre le premier et le 20e après une petite dizaine de tours. On a Garcia qui va chuter à 10 tours de l'arrivée. Salach qui va chuter également, bien aidé par Alonso Lopez, qui sera pénalisé et devra faire un long lap. Et comme il va mordre à l'intérieur du virage du long lap, il va avoir un deuxième tour gratuit. Donc un deuxième long lap pour lui. Et on a Rodrigo qui va chuter à son tour.
Toba et Mignot vont chuter également, donc il y a quand même pas mal d'écrémage dans le groupe de tête. Et dans les derniers tours, c'est Dalla Porta qui va essayer de se mettre à l'abri des escarmouches, donc justement du dernier tour, et qui peuvent parfois coûter cher, et il va pas vraiment réussir à se détacher. Il va y avoir une chute dans le dernier tour qui va emmener Vietti et Masia dans le bac. On va avoir Dalla Porta donc qui va s'imposer devant Ramirez, Arenas, Suzuki qui fait 4, McPhee 5 et Binder 6, Sasaki 7, Busamos 8 et Arbolino 9e. Étant donné que Dalla Porta a gagné la course, forcément il est titré à l'issue de cette course. Oui. Donc il est champion du monde Moto 3 et bon, surtout Canet qui a lâché prise, hein, puisque là il fait je crois 4 chutes sur les 5 dernières courses. Ouais. Et donc bon bah voilà, c'est plus les mauvais résultats et surtout aussi quand même le maintien des performances de Dalla Porta qui font de lui le champion du monde de cette saison. Donc qu'est-ce que t'as pensé de cette course et puis évidemment ton avis sur Dalla Porta quoi. Dans l'ensemble c'était une belle course Moto 3, ça se doublait pas mal. Au début effectivement on avait vite les gros, on va dire, de la catégorie, donc je pense à Arbolino, Canet et Dalla Porta devant, aux avant-postes, donc ils avaient tout pour se battre et du coup essayer de se placer parce que le championnat n'était pas joué. Et on voit que Arbolino tient pas le rythme sur la course, Canet il fait trop d'erreurs et il chute, encore une fois, alors que Dalla Porta, il se contente pas des points, il va vraiment chercher cette victoire et il montre qu'il est solide, qu'il est constant, qu'il a le mental. C'est vraiment impressionnant ce qu'il nous fait. Et y a rien à dire, hein. Son championnat il le mérite largement. Et puis voilà, on le reverra sans doute encore aux avant-postes d'ici la fin de saison là, sur les 2 dernières courses. Ah oui. Ah bah oui, je pense qu'il va pas s'arrêter là. C'est quand même 10 podiums dans la saison, donc un seul DNF aussi, c'est important parce que c'est quand même assez régulier. Et les victoires 1, 2, 3. Ouais, 3 victoires. Donc ça peut se jouer, ça se joue pas nécessairement en gagnant beaucoup de courses, mais c'est surtout les podiums et puis la régularité quoi. Toujours marquer des points. Après Canet quand même pour la 2e place c'est pas joué, puisque là vu qu'il arrive plus à marquer un seul point, il stagne et voit revenir assez vite quand même Arbolino et Ramirez quand même. Ça peut être compliqué hein. Ouais, compliqué. Sûr. On passe au Moto 2. C'est parti donc pour parler un petit peu de Moto 2. Donc il va y avoir dans la FP2 quand même un vilain geste de Sam Loves sur Jesco Raffin, puisqu'il va aller au contact de manière volontaire, comme l'ont dit les commissaires de course. Et du coup il va s'élancer en fond de grille pour cette course. Et donc en Q1, même s'il est en tête devant Gardner, Vieré et Marini, donc il va passer en Q2 avec les 3 autres pilotes, c'est Navarro qui partira en pole devant Binder, Marini et Di Gianantonio 4, Martin 5, Loves 6e mais qui partira dernier donc, Alex Marquez 7e, Raffin 8 et Bezzecchi 9. Donc on va parler de la course, même si elle était un petit peu, à mon avis, un petit peu terne. On va avoir donc Binder qui va partir très fort avec Martin et Navarro dans la roue. Bezzecchi et Marini chutent dans le premier tour et c'est Lecuona qui a fait une belle connerie en arrivant trop vite et donc il va prendre un long lap pour son attitude sur ce virage-là. On a Vieré qui va chuter une fois de plus. Ça se détache à 4 devant avec Lutti qui va être pas très loin des 2 KTM. Et ça se détache quand même assez nettement. Et Marquez, dans le même temps, glisse dangereusement au classement. Donc entre la 6e et la 9e place, on a Egerter et Chantra qui vont chuter également. Et devant, Binder domine et s'impose assez logiquement. Devant Martin qui confirme et Lutti qui a passé Navarro. Et donc Navarro 4e donc. Et Baldassari 5, Gardner 6, Lecuona 7, Marquez 8 et Manzi 9. Donc une course quand même, comme je l'ai dit un petit peu en introduction, assez terne, dans le sens où Binder et Martin sont partis tout de suite devant, chacun à leur rythme. Oui. Martin un petit peu en retrait, au départ on pouvait penser que c'était un petit peu une protection du leader, mais bon après dans la course on a vu clairement que Binder avait un rythme aussi nettement supérieur. Et ils ont fait une course vraiment à deux, tranquille quoi, pas de danger, pas de prise de risque. Non, mais ce qui est impressionnant, c'est la facilité avec laquelle ils ont pris le large et qu'ils ont maintenu, quoi. Donc, ouais. Ça prouve quand même que la KTM a encore bien progressé, quoi. Ouais, d'ailleurs, c'est peut-être dommage de l'arrêter, quoi.
Je déconne. Bah Non, ouais, parce mais- que Martin, ouais, voilà, enfin, là c'est toi qui l'avais mis, mais donc je te laisse en parler, je te laisse parler de Martin. Donc ouais, effectivement, concernant Martin, sur les 2 dernières courses, il fait 2 podiums. En Thaïlande, il fait top 6 et à Aragon, juste avant, il fait 9e. Donc on voit qu'il y a une progression, qu'il a enfin pris en main la machine qui est bien meilleure. Brad Binder, lui, l'a prouvé. Mais en tout cas, oui, il y a une progression qui est évidente. Et il se bat pour les avant-postes, qui est quand même assez rare pour un rookie dans cette catégorie. Pour moi, c'est une des catégories où c'est assez difficile. C'est pas comme la Moto 3, quoi. C'est très difficile de se montrer devant. Donc, c'est vraiment bien ce qu'il fait. Enfin, vraiment l'observer l'année prochaine. Alors, je sais qu'ils vont, vu que KTM se retire, ils vont partir sur des châssis totalement différents. Je sais pas encore si le Team IO a choisi son châssis, si ça sera du Kalex ou autre. Mais il va falloir qu'il se refasse la main, quoi. Donc à voir. Mais ouais, c'est intéressant la course qu'il fait. Pas de prise de risque. Il reste serein. Il a l'air de maîtriser. Voilà, c'est propre. Ouais, c'est une très belle maîtrise pour un rookie. Commencer à être régulièrement, comme tu l'as dit, progresser et arriver jusqu'à faire des podiums et à les enchaîner. C'est très prometteur pour lui. La saison avait commencé un petit peu de manière poussive, mais c'était quasiment pour tous les KTM un peu pareil, hein. Et ouais, il y a un beau redressement sur la deuxième partie de saison, donc c'est bien, ça permet vraiment de mettre en confiance et de l'installer comme un bon pilote de la catégorie, quoi. Ouais. Donc c'est vraiment bien pour lui. Après Binder, ouais, je trouve que c'est un peu dommage qu'il y ait quand même du courant alternatif sur cette fin de saison, quoi. C'est un peu dommage parce que avec un petit peu plus de régularité, il pourrait être plus dangereux pour Marquez, même si là c'est pas perdu. Il y a 33 points, il y a Luthier entre les deux, mais il y a plus que 2 courses. Ouais, c'est vrai qu'au Japon c'était compliqué, mais si on retire ce Japon, en Thaïlande il fait 2, à Aragon il fait premier. Ouais. Ouais. Et puis avant, Autriche et Grande-Bretagne, il gagne en Autriche et il est 3e en Grande-Bretagne, quoi. Il y a juste Saint-Marin et effectivement au Japon, c'était une catastrophe, quoi. Bah, il y a tout le début de saison qui a pas mal hypothéqué son résultat final cette saison, quoi. C'est ça qui est un petit peu dommage, mais sinon, ouais, comme d'habitude en fin de saison, il est toujours très fort. Et là il le montre à nouveau. C'est vrai qu'il peut finir en boulet et aller chercher Marquez, ça va être un petit peu compliqué, mais pourquoi pas la 2. La 2 c'est carrément jouable. Marquez, oui, a priori s'il maintient un niveau suffisant, ça devrait le faire, mais là clairement il est en perte de performance. Alors c'est peut-être que du mental, hein. Mais on voit il avait commencé la saison assez doucement. Après au milieu de saison il rafle tout. Et là, il est à nouveau une pente descendante, quoi. Quand tu vois le nombre de points qu'il récolte sur les 3 derniers Grands Prix, c'est pas énorme, c'est 30 points, quoi, ou un tout petit peu moins. Ouais, sur 3 courses, c'est pas énorme. Donc, ouais, faut se ressaisir, ouais. C'est ça. Faut qu'il fasse gaffe parce que s'il cède trop facilement à la pression ou s'il se laisse trop aller, il y en a qui pointent derrière. L'outil, il a fait une course aussi solide. Donc voilà. Ouais, surtout ce qui est étonnant, c'est que à Aragon et en Thaïlande, il était en pôle et il en profite pas, quoi. Il fait 3e et 5e, donc ouais, c'est pas serein, quoi. C'est ça. C'est pas serein. Bon, après, encore 2 courses, c'est la seule catégorie qui reste à déterminer pour le titre, donc on verra bien ce que ça va donner. Je voulais juste parler de Mattia Pasini. Tu sais, le mec qui en wildcard a impressionné tout le monde. Ouais. Et depuis qu'il a signé, c'était Grand Prix de République tchèque, quoi, pour Tasca Racing. Tasca Racing avait viré Simone Corsi pour le mettre là. Donc grosso modo, Simone Corsi avait rapporté que 10 points jusqu'à présent, et du coup, c'était pas assez pour son team, ils ont mis Pasini. Pasini, il a juste marqué des points en Autriche, en Grande-Bretagne, et c'est tout. Depuis, il a plus rien marqué. Alors, il a été blessé, mais ça justifie pas tout. Là, il retombe, il finit pas la course. Non, il finit pas. Ça devient, enfin, moi qui adore ce pilote, enfin, tu dis, il ferait mieux d'être remplaçant. Il était plus époustouflant sur le remplaçant, en étant remplaçant qu'autre chose. Après, c'est pas le meilleur team du plateau, j'en suis conscient.
Voilà, c'était juste histoire de dire, on s'était enflammé sur lui au tout début de saison, après sa wildcard au Grand Prix des Amériques, il me semble, où il avait pas fini, mais il était aux avant-postes. Ouais, c'est bizarre, hein. C'est bizarre comme les pilotes. Les trajectoires sont vraiment compliquées, quoi. Un peu compliqué. Après Garner qui fait quand même une course. Bon, il est dans le deuxième paquet, quoi. Il n'est pas non plus aux avant-postes, mais bon, pour une course à la maison, c'est toujours bien. Lui qui avait quand même la fâcheuse habitude de tomber, on va dire, souvent. Donc là, pouvoir finir à la maison au 6ème, c'est pas ouf, quoi, mais c'est toujours bien de reprendre le chemin du drapeau à damier, quoi. Ouais. C'est pas mal. Après, il y a Egerter qui nous a fait une belle figure en FP aussi, un beau rattrapage. Qui a fini les deux pieds décollés de la moto. C'était assez rigolo. Je sais pas comment ils font pour se tenir à la moto quand ça arrive, quoi. C'est ouf. Ouais, faut leur demander. Ouais, je te laisse passer au MotoGP. Ouais. Du coup, en MotoGP, en FP1, on commence par une chute de Fabio Quartararo. Heureusement, sans grande casse, il sera apte tout de suite déclaré fit, mais il préférera ne pas rouler en FP2 pour se préserver pour le lendemain. Malheureusement, le lendemain, donc en FP4, il y a beaucoup de vent, des grosses rafales, et notamment Oliveira qui va chuter à ce moment-là, et les qualifs seront reportés du coup au dimanche matin, très tôt dans la nuit, pour nous, Européens. En Q1, c'est Fabio Quartararo qui s'en sort avec Andrea Iannone. Zarco va faire 4 sur cette session, donc c'est déjà intéressant. Viñales en Q2 fait la pole, suivi par Quartararo et Marquez. Rossi partira 4ème, Petrucci 5, Crutchlow 6, Aleix Espargaro 7, Iannone 8, Miller 9, Dovizioso 10. Donc la course, on a Rossi qui s'envole de la 4ème place pour se placer en tête au premier virage. Il sera suivi par les deux Yamaha de Viñales et Quartararo. Crutchlow et Iannone restent bien serrés dans le paquet. Petrucci lui va devoir élargir au virage suivant car Marquez est à l'intérieur. Et sur sa réaccélération, il va partir en high side assez très violent. Et va même venir percuter avec son corps la moto de Quartararo qui va chuter du coup également. Qui va rien comprendre, le pauvre, il va se faire sortir comme ça. Ensuite, on a une belle bagarre pendant ce début de course entre Iannone, Crutchlow et Rossi. Donc, tout ce petit monde va mener le paquet. Puis finalement, c'est Viñales qui va reprendre la tête de course pendant la moitié, qui va se détacher avec Marquez bien collé dans sa roue tranquillement. Zarco, de son côté, fait une course honnête en jonglant entre la 11e et la 14e place, en bataille longtemps avec Paul Espargaro notamment. Rossi, longtemps du coup positionné 5ème, à ce moment-là va bouchonner les pilotes qui sont derrière lui et va se faire doubler par les 3 Ducati, Dovi, Bagnaia et Miller en un seul tour. Marquez observe à sa manière et va doubler Viñales en puissance dans la dernière ligne droite des stands lors de l'entrée dans le dernier tour. Viñales fait tout pour riposter, mais vraiment il se donne à fond, mais malheureusement va chuter à quelques virages de la fin. Du coup, Marquez gagne devant Cal Crutchlow et Jack Miller. Bagnaia finira 4, Mir 5 et Iannone 6, Dovizioso 7, Rossi 8 et Rins 9ème. Notre deuxième Frenchie, donc Quartararo ne finit pas, et Zarco finit 13ème. Bon, il y a plein de choses à débriefer. Pas mal de choses à dire. Ouais. De quoi on parle? La 400e de Rossi? Ouais, on commence par la 400e de Rossi, c'est quand même un palier important. 400 courses, 400 départs, c'est beaucoup. Là, ça commence à être compliqué. Enfin, on a déjà parlé le week-end dernier. Ouais. Alors, il y a eu plein de stats. Je pense que vous êtes déjà tous au courant des records du pilote italien. Ouais, c'était marrant parce qu'il a revu Jérémy Burgess, donc son ancien chef mécano qui était là. C'était c'est toujours des moments qui sont intéressants, quoi. Il fait en plus pour sa 400e, donc j'ai envie de dire faudrait que ce soit sa 400e tous les week-ends, quoi. Il fait un départ superbe, il va mener la course pendant quelques tours. Tu t'as envie d'y croire à quelque chose. Bon, après c'est son pneu, je pense qu'il l'a trahi comme d'habitude. Il a du mal à gérer la Yamaha avec ce pneu cette année, donc ça se dégrade. Mais après, oui, il marque l'histoire de ce sport par sa longévité. Oui, comme tu dis, il y a tellement de stats qui sont sortis. Ouais. Par contre, je pense que c'est évident pour tout le monde qu'il ira pas jusqu'à 500e. Ah bah non, faire non 500e, c'est 5 saisons encore à faire. Ça serait quand même beaucoup. Oui.
Non, mais après, ouais, effectivement, comme tu le disais en déroulé de course, c'est vrai qu'il a bouchonné, quoi. Donc, il a fait un bon départ et après, il n'avait pas le rythme pour mener le deuxième groupe, quoi. Et c'est ça qui fait que, bah voilà, quand il y en a un qui passe, après, c'est l'enfilade, quoi. C'est un peu dommage qu'il ait pas pu jouer devant, mais bon, après, c'est comme ça. Après, la plus grosse déception, de mon point de vue, elle est pour Quartararo, parce que, ouais, bah, il chute pas de bol, quoi. Ah bah là oui, c'est les chutes comme il y en a d'autres dans la saison, c'est la chute où tu es victime d'un accident où tu n'es pas responsable, où tu n'as rien à voir, quoi. Tu peux rien faire. Typiquement, Petrucci, il arrive avec ses 80 kilos, bim, pleine face, tu peux rien faire. Ouais, quoi. il tape l'arrière de la moto, voilà, c'est foutu. C'est foutu. Après, ouais, je voulais revenir sur la décision prise le samedi, donc de pas faire les qualifs. Parce que quand même Oliveira a pris une très très lourde chute où on voit que il a vraiment du mal à maîtriser la moto en bout de ligne droite, et c'est le vent qui était le problème à ce moment-là. Et donc oui, c'est quand même important de voir que ils réussissent à prendre des décisions qui vont dans le sens des pilotes, quoi. On critique quand même souvent les décisions qui sont prises de faire rouler à tout prix pour quand il y a vraiment un problème de sécurité, comme on l'a vu ce week-end, pour qu'ils puissent dire on s'arrangera, on trouve et surtout qu'ils ont un moyen de faire en sorte que les qualifs se passent le dimanche matin, quoi. Donc c'est un bon exemple à suivre. Après, il y a eu quand même des remarques sur le fait que les qualifs Moto 3 et Moto 2 se tiennent, puisque le danger, il n'est pas que pour les gros, il est pour tous les pilotes. Donc, il y a eu des remarques aussi dans ce sens-là, donc c'est à voir. Voir comment ils vont faire. Je te laisse parler un petit peu d'Iannone, du coup. Ouais, Iannone, quand il veut bien rouler, il fait des choses exceptionnelles. Il finit 6, il a mené un temps la course, pendant le gros tiers de la course, le premier tiers, il jouait le paquet de 5 devant avant que Viñales s'en aille. Qu'est-ce qui va pas dans sa tête, quoi? Est-ce que c'est parce que là, il est à l'autre bout du monde, qu'il est moins distrait et qu'il a rien d'autre à faire qu'être enfermé sur une île avec des kangourous Non, mais c'est ça, c'est... Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc, Aleix Espargaro fait une course nette, mais il est que 10e, donc... C'est pas les deux qui sont devant cette fois, c'est vraiment Iannone qui fait un super résultat avec une moto qui marche quand même. Parce qu'il avait fait de bons résultats aussi à Aragon, mais c'est pas suffisant, faut qu'il soit plus constant, le garçon. Ouais, après, effectivement, il y a un problème de constance, mais pas que chez le pilote, quoi. Il y a eu quand même chez Aprilia, ne serait-ce que le week-end dernier, où c'est Rivola, donc le big boss d'Aprilia Racing, qui est venu expliquer à la presse qu'il y avait des problèmes de fiabilité sur la moto, sur les motos, donc que les pilotes, c'était pas à eux de venir expliquer ce genre de choses à la presse, donc il avait pris ses responsabilités, il avait fait lui-même. Donc là, de ce point de vue-là, je trouve que c'était bienvenu, parce que justement il y a, on le voit là, c'est-à-dire quand c'est compétitif, après il y a peut-être le tracé qui était plus adapté à ça, mais mine de rien, il réussit à être devant, il réussit un très bon week-end. C'est, comme tu l'as dit, c'est un peu dommage. Après, ce qu'il faudrait, c'est quand même les confirmer un petit peu cette bonne forme sur des résultats un petit peu plus constants. Pour ça, il faut que la moto soit là aussi. Donc c'est à voir sur les 2 dernières courses, quoi. Ouais, mais après, ce qui est agaçant, tu parles de la moto, donc quand elle marche, on va dire, quand il n'y a pas de problème technique, des fois, ça lui arrive de faire hors des points, quoi. 15-16, ouais. C'est le grand écart qui est énervant, parce que bon, on critique, on peut dire Rossi, il est pas dedans et tout, mais il sort rarement du top 8 cette saison, quoi. Il est une constance. Ouais, mais tu vois, Iannone, il est pas si loin de son coéquipier, il est à 10 points. Bon, après, voilà, ils sont tellement... Enfin, ils ont plus l'habitude de jouer entre les 10 et 15 que 10 points, voilà, c'est 5 fois où ton pote est 2 points au-dessus devant toi.
Mais moi, je trouve que l'écart avec son coéquipier, il est pas si grand que ça. Après, c'est pas la même. Je dirais pas aura, quoi, mais il a pas non plus. Enfin, il a une carrière nettement plus prestigieuse que celle d'Espargaro. Ah, il oui, a c'est été ça, officiel Ducati quand même. Ouais, officiel Ducati, c'est à une époque compliquée, mais bon. Bah, même officiel Suzuki. C'est lui qui a ramené la victoire, chez les Rouges, si je me trompe Oui, pas. c'est la première. Oui. Donc voilà, c'est pas rien, quoi. C'est pas rien. C'est bien sur des week-ends de le voir devant. Maintenant, faut confirmer, quoi. Après, c'est toujours pareil. Moi, je voulais parler un petit peu de la touchette Lorenzo Marquez. Donc, c'était en quoi? C'était en FP2. De toute façon, tu parleras de Lorenzo un petit peu plus tard, puisque moi, je vais pas en dire grand-chose. Oui. Mais oui, enfin, moi, ce que je trouve, c'est soit Lorenzo est trop lent, et dans ce cas-là, il faut lui dire gentiment. C'est-à-dire, soit Marquez fait un dépassement, entre guillemets, trop agressif pour une FP, et il faut lui dire aussi gentiment. Moi, je trouve qu'il y a un petit peu deux poids, deux mesures quand tu vois ce qui se passe entre Marquez-Rossi il y a quelques courses, où c'est le clash, tu vois les 400 000 replays, etc., où les mecs se font convoquer alors qu'il n'y a même pas eu contact, hein. Il n'y avait pas eu contact et Oui. donc les gars se font convoquer à l'issue de la séance pour blablabla et tout, machin, rappel à l'ordre. Et là, rien. Je trouve qu'il y a un petit peu deux poids, deux mesures. Si rien, ça se règle au sein du team, là, c'est le même team. Bah, C'est ça que je veux dire, il n'y a pas de concurrence. C'est même team, le team manager Puig, il va aller parler à l'un, il va parler à l'autre, il va essayer de calmer le jeu. Je pense sur le coup, ouais. Après, les gestes de Marquez, je trouve que c'était assez équivoque quand il se retrouve l'un à côté de l'autre et qu'il lui dit ouais, tu dors à la corde, bah peut-être qu'il dormait à la corde, c'est possible, C'est peut-être plus que. probable, ouais. Mais après, peut-être que voilà, enfin, quand t'as un mec qui dort à la corde, t'es pas obligé de lui arracher ses ailerons, quoi. Bah, je pense qu'il voulait il l'a doublé par l'extérieur, quoi, mais il voulait lui montrer, mais qu'est-ce que tu fous? Et peut-être que il a été trop optimiste et il a dû resserrer sa trajectoire. Et oui, il allait toucher. Je pense pas qu'il voulait volontairement lui aller arracher l'aileron de la moto de Lorenzo, quoi. Quand tu regardes bien les images, en fait, tu vois que Lorenzo, il est surpris de voir quelqu'un débouler à l'extérieur. Oui, ça, je pense que et tout le donc monde il relève la moto et c'est à ce moment-là où il y a Voilà. contact. Mais ouais, j'ai trouvé que c'était assez, c'était un fait de week-end. Puis après, c'est représentatif de l'écart qu'il y a entre les deux pilotes. Ouais, Lorenzo, c'est plus possible. Je l'ai mis un peu sur Twitter, ça a fait réagir des gens, donc visiblement, ça touche les gens, quoi. Clairement, j'ai beaucoup pris sa défense et je pense vraiment que les blessures qu'il a vécues, elles sont très graves et c'est très difficile de s'en remettre. Mais clairement, là, on l'a vu en FP, Marquez, le geste équivoque, comme tu dis, tu dors sur la trajectoire, ou en course, où il finit, du coup, à plus d'une minute 6 de Marquez, à plus de 20 secondes derrière l'avant-dernier, lui finit dernier à plus de 20 secondes derrière l'avant-dernier, et à plus de 39 secondes, ou presque 40 secondes d'un Johan Zarco qui découvre la moto ce week-end. Une moto qui, même si elle n'est pas la même, est très proche de celle qu'il a. Donc voilà, tout ça fait que vraiment, là, pour moi, j'ai l'impression que ça devient grave pour lui, grave pour son team, ses sponsors, c'est quelque chose. Ce week-end, c'est flagrant plus qu'avant pour moi, en tout cas. Peut-être qu'il y en a qui l'ont vu, qui avaient les yeux mieux ouverts avant, mais moi, je l'ai vu ce week-end. C'est juste, il a pas envie de rouler, quoi. Il n'y arrive pas. Peut-être que c'est pas volontaire, mais qu'il a un blocage psychologique là-dessus, je sais pas, mais en tout cas, il a pas le niveau pour rouler en GP aujourd'hui. C'est pas possible. C'est pire que Christophe Ponson l'année dernière. Tu vois, en termes de temps, je suis sûr que limite, il pourrait entrer en dehors des 107%, quoi. Oui, qu'il soit en dehors des 107%, quand même, ça ferait beaucoup. J'aimerais bien le voir en qualif être en dehors des 107%. Ouais, je pense que le jour où il sort des 107%. De toute façon, voilà, on en avait déjà parlé il y a 2 épisodes. La semaine dernière, on en a reparlé. Enfin, cette semaine, c'est la même en couleur, en pire. Donc, moi, je vais pas m'étaler. De toute façon, Ouais. En fait, voilà.
je comprends pas que ça s'empire, en fait. À la limite, je pouvais comprendre que ça s'améliore pas, que ça reste dans les 40 secondes d'écart. Bon, c'est pas top. Ouais. Mais là, 1 minute 06, c'est... Comme tu le dis, je pensais pas que ça allait pouvoir s'empirer. Il était à 50 secondes à Aragon, il avait dit moi je veux me rapprocher à 30 secondes. Là le mec il a 1 minute 6, enfin c'est... Voilà, faut arrêter quoi. Enfin faut faire quelque chose. Moi je pense à... on en a déjà beaucoup parlé il y a 2 épisodes. Effectivement il est dans la merde, ça se passe pas bien, c'est compliqué. Moi cette semaine je pense aux mecs qui se sont tapés, qui sont en train de se taper le tour de l'Asie avec un pilote comme ça, à lui dépanner sa bécane, à faire en sorte que tout se passe pour le mieux, parce que je pense que même si ces temps autour sont pas bons, il doit rentrer avec des indications pour faire mieux. Quand tu vois que t'es à... Comme tu dis, quand t'es à 22 secondes du mec devant toi, que t'es dernier, que t'es à 20 secondes du 15e, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. 20 secondes sur 25 tours, le mec devant toi te met 1 seconde au tour. C'est incroyable. Incroyable. Ouais, non, c'est incroyable. Et c'est Lorenzo, quoi. C'est pas un lapin de 6 semaines. C'est pour ça que j'ai osé. C'est pas un rookie, quoi. Ouais, c'est pour ça que j'ai osé la comparaison avec Ponson. C'est que, voilà, dans un cas, t'as un triple champion du monde MotoGP, et dans l'autre cas, t'avais un rookie dans la catégorie. Mais, ouais, il a pas d'excuses. Il roule sur une moto championne du monde, multiple championne du monde également. Donc, il y a pas de... Ça devrait pas arriver, en fait. C'est inexplicable, je crois. Ouais, oui, c'est inexplicable dans le sens où au niveau des débriefs, il y a pas de... moi j'ai cherché un petit peu, j'ai pas non plus creusé plus que ça, mais... Non, il parle pas beaucoup. Hein. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Mais tu sais, lui qui était connu pour être Calimero, se plaindre tout le temps, dès que ça marchait pas, c'était jamais lui, mais c'était sa visière, sa buée dans le casque, l'autre qui lui fait qui lui met le sape moral, etc. Tu vois. Ouais. Mais là, vraiment, on l'entend pas, quoi. C'est depuis le Grand Prix, de France, hein, c'est quand même 4 points marqués. Hein. Il a loupé 5 courses, donc il en a fait 6. C'est 4 points en 6 courses. Il y a un problème de fond. C'est le HRC, c'est Lorenzo. Les mecs nous avaient vendu la Dream Team, etc., etc. Putain, les mecs, c'est la division de district là qui nous fait, quoi. Je pense qu'on n'aura jamais d'explication. Hein. Je te laisse parler de Zarco, du coup. Du coup, on parle de son Dom Zarco, qui a fait une superbe 13e place, qui a fait un bon week-end. Hein. Dès le début, il était dans des temps tout à fait honorables, dès la FP1. Il m'a impressionné. Il était un de ceux qui voulaient courir à tort ou à raison, comme Miller en FP4, en Q1 sous le vent. Mais bon, en tout cas, il était demandeur. C'était pour ça que je voulais signaler. Il était demandeur. Je pense que sur la KTM, il aurait tout de suite été de ceux qui voulaient pas rouler. Là, il voulait rouler, donc c'est qu'il se sent aussi en confiance sur la moto, même si il doit encore apprendre. Il a fait une 13e position à la bagarre, un temps pas pour la 10e, mais plutôt pour la 11e place avec Morbidelli et Mir, il me semble. Non, c'est vraiment bien. Il a des sensations retrouvées. Il a le sourire. Il dit, là il a fait une interview après course où il disait qu'il peut viser le top 10. Il se sentait bien et qu'avec un peu de travail, etc., il se sent capable de viser un top 10. Donc c'est plutôt très, très, très rassurant, sachant que c'était vraiment compliqué chez KTM, et là on le retrouve avec notre mentalité. Moi, c'est surtout ça que j'ai senti. Ouais, une mentalité un petit peu différente. Après, quand il annonce un top 10, à mon avis, ça va être un petit peu compliqué, parce qu'il y a encore 10 secondes à gagner. Après, ça va vraiment dépendre de la marge de progression qu'il va avoir avec cette moto. Puis après, pourquoi pas, hein, tout peut arriver. Il y en a bien qui font des podiums à Valence. Alors, Non, mais là, il finit 13 parce qu'il y a notamment, je pense, Quartararo et Petrucci, et Vignales, s'ils n'avaient pas chuté, ces trois-là finissaient devant, je pense. Mais t'es pas à l'abri non plus qu'un Espargaro, que aller chez Espargaro ou d'autres chutes aussi. Donc 3 chutes dans le top 10, ça peut arriver, quoi. Mais c'était plus pour montrer qu'il était à la lutte avec la première KTM, et aussi largement devant Lorenzo. On voit que la Honda marchait bien ce week-end. Donc là, c'est pour revenir à Lorenzo. La Honda marchait bien ce week-end, hein, puisque les deux Honda 2019 de Marquez et Crutchlow, ils font première et deuxième. Bon,
Ça n'arrange Ouais, pas donc le cas de tu lui Lorenzo. as mis la tête sous l'eau et là tu lui donnes les cailloux. quoi. Ouais, je voulais le Tu lui dire. mets je les me- cailloux dans les Je poches. suis obligé de revenir sur lui. C'est Et... gentil. Ouais, non. Donc, Zarco, je suis content je suis content de son retour qui aurait pu être catastrophique, qui en tout cas, là, est honnête. Je pense que vous pouvez pas attendre plus de lui sur cette première course. Non, c'était surtout dans l'intention. Voilà. Comme tu l'as dit, il revient avec des bonnes dispositions. L'équipe l'accueille bien aussi, donc tout se passe bien. Oui. Et puis ils vont faire 3 courses ensemble, et puis voilà, en espérant que tout le monde s'amuse bien, qu'il y ait des bonnes choses qui sortent de tout ça, et puis voilà. Mm. Après, bon, il y a des rumeurs qui le renvoient en Moto 2 ou d'autres plans, etc., etc. De toute façon, voilà, C'est ça un sera. un pilote de talent, donc il y a peu de raisons qu'il ne roule pas l'année prochaine, où que ce soit. Ouais. Sauf si lui n'en a pas envie, mais voilà. Oui, bon là, il a montré qu'il était revenu à un niveau. Enfin, en découverte sur une moto, il était à un niveau correct. C'est pas monstrueux, mais il est pas. La dernière fois qu'on l'a vu dans un box à une FP, c'était pas le même homme. Non, c'est sûr. C'était pas le même homme. C'était quelqu'un qui avait pas envie de rouler, qui était pas content d'être là. Bon bah là, voilà, il sait qu'il a peut-être que 3 courses à faire, mais au moins il en profite et il fait des belles choses avec la moto, donc c'est tant mieux. C'est tant mieux. Et puis en plus les résultats sont honnêtes, c'est correct. Il y a encore du potentiel, donc oui, aller chercher un top 10, pourquoi pas. Et puis voilà, au moins il va profiter, et puis il verra bien ce que ça va donner l'année prochaine, quoi. Mm. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Oui. Marquez, tu veux parler encore de Marquez ? Bah oui, parce que on peut pas ne pas faire le débrief de la course et ne pas parler de Marquez. Oui. Mais après, voilà, ça va être bref, hein, c'est Marquez. Champion du monde encore, toujours. Il prouve qu'il l'est et que personne ne peut le détrôner, qu'il lâchera aucune course. Que quand il a envie de jouer avec Viñales, il joue avec Viñales. Quand il a envie de jouer avec Quartararo, il joue avec Quartararo. Quand il a envie de jouer avec Dovi, il joue avec Dovi. Il fait ce qu'il veut. C'est lui le roi sur la piste. Mais c'est pas méchant de dire ça, hein. C'est vraiment, ça se voit. Il a une telle marge sur les autres. Notamment, si tu regardes les caméras embarquées de ses tours où il est derrière Viñales, quand il décide de doubler Viñales, la vitesse de pointe qu'il atteint, c'est pas du tout la même. C'est vraiment qu'il attendait. Pas peinard, mais parce que bon, Viñales il roule vite, hein, mais peut-être à 98% ses capacités ou des capacités de la moto. Et quand il a voulu le doubler, c'est mis à 100% et ça suffisait, quoi. Donc voilà, encore chapeau à Marquez, quoi. Ouais, une course qui a mis un petit peu plus de temps à se décider, dans le sens où c'est un petit peu toujours le cas à Phillip Island, dans le style de course. Il y a souvent une course en paquet au début qui est un peu plus indécise au début, mais effectivement à partir du moment où ils sont partis tous les deux, on retrouve une physionomie de course assez similaire à ce qu'on a vu depuis la reprise de mi-saison, où il part avec quelqu'un et puis voilà, ça se finit comme ça. C'est ni malheureux ni voilà, quoi. C'est quelqu'un qui domine parfaitement son sujet, quel que soit l'adversaire. De toute façon, on sait comment ça va se passer, sauf rare exception en début de saison. Il y en a encore 2, s'il les gagne, ça va faire vraiment un très très gros écart à la fin, quoi. Ouais, d'ailleurs, il y a un record qui peut tomber. Il va tomber, hein. Ouais, a priori, sauf si c'est Marquez qui tombe, justement. Ouais. C'est le record de points de Lorenzo sur une saison. Je crois que c'était 380. Enfin, c'est le plus gros nombre de points sur une saison depuis l'introduction du MotoGP. Et du coup, là, Marquez était à 375. Donc, s'il marque plus 6 points sur les 2 prochaines courses, il est devant, quoi. Je pense que ça va se finir aux alentours de plus de 400, a priori. Ah bah, c'est parti pour 400. Il a 425, hein. Il peut, oui. Je pense qu'il va en remettre 2. Ah, ouais, c'est bien. Hein? Oui, c'est possible, mais ce serait dommage. J'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un d'autre qui gagne. Enfin bon. Si on veut être pragmatique, oui, il n'y a pas de raison que ce soit un autre qui gagne. Là, si tu veux, j'avais encore un micro-doute sur Sepang, dans le sens où les Ducati sont quand même, en général, plutôt à l'aise à Sepang. Quand je vois l'état
je dirais pas de forme, mais de performance actuelle de Dovi, je pense que ça va être un petit peu compliqué. Donc c'est pour ça que de toute façon, je pense que Marquez va être intouchable une nouvelle fois le week-end prochain. Après, voilà, hein, j'ai pas de DeLorean. Hein. Puis Valence, voilà quoi. Ouais. Je pense qu'il aura à cœur de faire une belle performance sur le dernier Grand Prix. Non pas que les autres aient pas envie, hein, mais je pense que voilà, ça va marquer une saison totale de domination assez dure. C'est pas que les autres vont pas avoir envie, mais je pense que Valence, il y en a beaucoup de pilotes, notamment peut-être les Ducati, qui vont avoir la tête plus aux essais du lundi qu'à la course du dimanche. Ouais, des essais du mardi du coup. Du mardi, pardon. Ouais. Ouais. Je sais pas. Parce que là, du coup, je regardais, bon, j'en ai déjà parlé la dernière fois, donc on va switcher sur Dovi, du coup. Ouais, vas-y. Andrea Dovizioso est officiellement vice-champion pour la 3e année consécutive, vice-champion du monde. Et ce que je regardais, j'en ai déjà parlé un peu la dernière fois, c'est que là, actuellement, il a 240 points, il reste 2 courses, et l'année dernière, il était vice-champion avec 245 points. Donc c'est pour montrer aussi que malgré qu'il soit pas hyper en forme là sur les dernières courses, il va exploser son nombre de points personnels aussi pour être vice-champion. Donc encore une fois, il manquait une course l'an dernier hein, aussi, donc il manquait la Grande-Bretagne, donc il aurait peut-être pu marquer, je sais pas, 15 ou 20 points de plus, voilà. Mais oui, enfin, je trouve qu'il est sur son tableau de, enfin, je pense qu'il est sur le tableau de marche de l'année dernière. C'est ça. Ouais. Et ce qu'il disait, c'est qu'il dit, moi je l'ai dit à mes boss, hein, moi je peux pas faire mieux. Hein. Là c'est la moto maintenant. Enfin, quand il dit, c'est qu'il se donne toutes les chances de son côté. Chaque année on voit qu'il prend plus de points, qu'il progresse, mais que Marc il progresse encore plus. En fait. Oui, bah oui. Donc c'est désespérant et il est un peu dépité parce que là il était pas vraiment content d'être vice-champion du monde en fait. Il était un peu dépité quoi. Ah bah oui. Parce qu'il est vice-champion du monde, mais et il a jamais pu avoir la chance de lutter vraiment pour le titre de champion, quoi. Bah non. Ouais. Puis, t'es vice-champion du monde, mais t'es à 130 points derrière, donc Bah oui. Enfin, c'est... Voilà. Enfin... Ouais. L'écart au tableau des points, c'est complètement fou, quoi. Et surtout, après, quand tu vas un petit peu plus loin, quand tu vas au 3e, qui a 183 points, Marquez, il a le double du 3e. Plus du double. Ouais. Donc là, tout est dit. Hein, tout est dit. Oui, il n'y a pas de concurrence. T'as aucune discussion à avoir. Enfin, t'as juste à avoir des yeux, tu regardes et tu dis, bon oui, enfin, c'est comme ça. Quand t'as le premier qui a 2 fois plus de points que le 3e, tu comprends que oui, je dirais pas que c'est ingérable pour les autres. Et il écrase toute la concurrence. Toute la concurrence. Donc c'est complètement fou, quoi. Ouais. Bah non, il n'y a rien à dire de plus. C'est comme ça et ça risque de, a priori, continuer comme ça l'année prochaine. En début d'année, on avait l'espoir que, vu qu'il revenait d'une blessure assez difficile, qu'il soit un peu dans le coltard sur les premières courses. Ça n'a pas été le cas. Voilà, c'était... Il les gagnait un petit peu moins facilement quand même en début de saison. C'est vrai. Et il en perdait quelques-unes. Ouais, sauf que là, depuis quelques temps, il en perd plus une, quoi. Donc... je crois qu'il a pas perdu depuis Misano, ça. Depuis Misano, il a pas perdu, c'est ça, ouais. Ouais, tu voulais parler un petit peu de Vignales, tu trouvais que c'était bien que monsieur fasse tapis sur le dernier tour. Ouais, j'ai trouvé ça... ça m'étonnait du personnage, quoi. C'était plus un coup à la Cal Crutchlow ou à la Miller, ou... C'est vas-y, je donne tout. Si je peux finir deuxième, ça largement. Mais je veux gagner cette course et puis je tente le tout pour le tout. Et si je chute, c'est pas grave. C'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a dit. Ensuite, en interview, qu'il avait fait. Et puis voilà, ça passe pas. Malheureusement, il perd un peu la roue arrière qui raccroche, il perd l'avant et il chute. Il aurait pu, peut-être, si ça avait passé,
en tout cas être dans la roue de Marquez ou être devant lui sur la ligne d'arrivée, mais ça n'a pas été le cas. Moi, j'ai trouvé ça bien de sa part, ouais, voilà. Enfin, un pilote qui était plutôt lisse là-dessus, plutôt faire des choses sensées, de voir qui s'est dit non, je vais faire l'option tapis. Et puis, bon, là, c'est pas passé, mais moi, j'ai bien aimé de voir ça. Un pilote qui se dit, j'en ai marre de voir Marquez gagner. Et du coup, il se fout au tas et Marquez gagne quand même. Ouais, enfin bon, on en a parlé un petit peu avant de démarrer l'émission, mais moi, je trouve un peu dommage de laisser filer la 3e place au général, parce que mine de rien, il y avait 20 points à prendre. Il repart avec une bulle et voilà, il est 7 points derrière Rins au général. Ouais, enfin vouloir jouer tapis, ouais, c'est bien. Hein. Il n'y a plus rien à jouer en cette fin de saison, c'est fini. Là, qui c'est que ça intéresse la 3e place au général? Déjà la 2e place au général, même celui qui la gagne, il n'en est pas content. Qui sait qui dans 10 ans se souviendra que Alex Rins, Maverick Viñales ou Danilo Petrucci a fini 3e au ils général. étaient à la bagarre. Tu verras que pas moi, il y aura une stat qui va sortir et qui va dire il n'y a pas un pilote Yamaha dans les 3 premiers à la fin du championnat et c'est pas arrivé depuis belle lurette. Ah ça. Tu peux avoir ça aussi. Ouais, voilà. Bon ça prouve que Yamaha doit travailler mieux, c'est tout. Ouais. Oui, bien sûr. Ouais. Ça c'est vrai. Ça tu peux pas contredire. Non mais au bout d'un moment, si la marque elle veut pas croire qu'elle est moins bonne qu'avant, il y a que des statistiques qui vont la remettre face à la réalité, quoi. C'est regarde les résultats de tes pilotes, tes statistiques, la dernière fois que tu as gagné des courses, la dernière fois que tu as terminé sur le podium, ce genre de choses. Une très belle course de Miller à domicile quand même. Voilà. Du coup, il profite un peu de la chute de Viñales au dernier tour. Mais oui, très belle course. Solide parce qu'il termine première Ducati. D'ailleurs, son coéquipier aussi. Mais pour un rookie, il a fait une super course. Mais pour Miller, je suis super content. Sa course à domicile, il a sorti sa botte pour boire son champagne dedans. C'est vraiment cool de voir. Ce mec-là, il respire la bonne humeur, en fait. C'est ça surtout. Et du coup, c'est toujours agréable de le voir dans le parc fermé ou sur le podium. Puis voilà, il prouve qu'il a le niveau pour rouler dans le team officiel. Il est souvent présent. Là, il est à la lutte pour le haut du tableau. Bon, il est 8e au classement général, mais potentiellement, il peut se bagarrer pour la 6e place, on va dire. Ouais, pour la place de première indé, quoi. Voilà. Ouais, surtout la place première indé, il la mériterait, mais comme Fabio. Hein. Donc voilà, je suis content pour lui. D'ailleurs, Bagnaia, très belle course aussi pour un rookie. Je crois que c'est son meilleur résultat. Ouais, il était temps, mais voilà, il le fait là. Et quelle classe, parce que quand tu vois la position de Dovi, Petrucci finit pas, mais c'est super. Ouais, c'est sa meilleure perf à Bagnaia de la saison. On va passer aux positions championnat. On va faire un petit point championnat. Donc avec Dalla Porta, donc titré en Moto 3 avec 254 points. Devant Canet 182 et Arbolino 3e avec 168. En Moto 2, on a Marquez en tête avec 242. Devant Lutti 214 et Binder qui revient très très fort 209. Et en MotoGP, on avait déjà parlé rapidement précédemment. Donc Marquez en tête avec 375 devant Dovi 240 et Rins 3e avec 183 points. Donc au championnat, on a Quartararo qui est 6e. Meilleur rookie, ça s'est fait, 163 points. Et première indé avec 22 points d'avance sur Miller. Zarco, deuxième français avec 30 points, 18e position. Et Sylvain Guintoli avec 7 points qui est 23e. Je te laisse parler du Qatar, puisque le Superbike et le Supersport clôturaient leur saison au Qatar. De nuit aussi. Ouais, comme en MotoGP, sauf que ça clôture la saison au lieu de la démarrer. Ouais. Donc le Qatar, il y avait 3 courses en Superbike comme d'habitude. Donc victoire de Rea en course 1 malgré une énorme remontée de Davis qui était parti au-delà de la 10e place qui finit 2e. Et Lowe 3e. Baz va faire 7 sur cette course premier indépendant.
En Super Pole, Rea devant Bautista et Lowe's toujours là. Baz toujours pareil, 7ème, premier indépendant. En course 2, donc Rea gagne devant Chase Davis et Bautista. Baz finira 8ème. Du coup, les bons résultats de Baz vont bien l'aider puisqu'il va finir 10ème au classement général de la saison, donc sur 19 pilotes, en sachant qu'il a fait du coup que 23 courses sur les 38. Je dis 38 parce qu'il y en a une qui était annulée, qui était 39, mais voilà. Donc c'est quand même énorme, il a fait 2/3 de la saison et il finit dans le top 10. Donc la première partie du tableau. Au général, donc Rea, on a déjà dit, est champion devant Bautista et Love, c'était la 3e place qui n'était pas jouée, donc c'est bien Love qui finit meilleur pilote Yamaha devant Vandermark 4 et Razgatlioglu 5 qui était premier indépendant, Davis 6. Ouais, donc Love ici, il a fait un top week-end et ça lui a permis de choper cette 3e place au championnat, d'aller narguer un peu Yamaha qui l'a laissé partir du coup, ou qui l'a pas renouvelé. Du coup, l'année prochaine, Kawa sera assez costaud, quoi. Comme tous les ans. Comme tous les ans. Voilà. Ouais, ça, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler avec les experts de la catégorie. En parlant des experts de catégorie, justement, on parle du Super Sport, hein. 600. Oui, donc c'est une victoire de Lucas Mayas qui a été très très impressionnant sur cette course très rapide, devant Jules Cluzel longtemps en tête et Isaac Vignales qui est constant dans sa progression. Donc Corentin Perolari a longtemps joué le jeu de Jules Cluzel en protégeant ses arrières quand ils étaient tous les deux en tête de course, et donc Corentin fermait les trajectoires depuis la seconde place, mais finalement il a perdu du rythme au fur et à mesure des tours et il finira 6ème. Krummenacher finit 5ème et n'a pris aucun risque lui durant la course, il n'a joué que la position qui lui permettait de finir champion, hein. Il s'est pas foulé, il restait souvent dans la roue de Caricasulo, donc Caricasulo, lui qui finit 4ème de cette course. Course plutôt difficile par contre pour Jules Danilo qui va attraper la 13ème place. Donc au général, le GMT est vice-champion du monde derrière le team Bardal et devant le team Puccetti. Donc c'est Krummenacher au championnat pilote qui est champion, devant Caricasulo 2ème et Jules Cluzel 3ème. Mayas finira 4ème, Perolari 8 et Danilo 13. Donc moi ce que j'ai noté, c'est une fin de saison quand même très très forte de Corentin Perolari, qui vraiment monté en puissance sur les 3 dernières dates, donc depuis Manicourt. Ouais. Je sais pas s'il a eu un déclic psychologique ou un réglage sur la moto, mais que ce soit Manicourt, même si il remonte de trop loin parce qu'il est obligé de sortir, l'Argentine ou le Qatar, il est aux avant-postes, il fait des temps, il fait des chronos. Bon, la deuxième partie de course c'est plus compliqué, mais beaucoup moins qu'avant en fait. Là, il jouait clairement le podium sur ces courses-là, alors qu'avant il jouait le top 8. J'ai cru comprendre que, a priori, il restait chez Yamaha GMT l'année prochaine. T'as cru comprendre? Ouais. C'est toi qui signe les contrats, du coup? Non, mais il a fait une déclaration où il disait qu'il a hâte d'être en 2020, donc... Ah oui, oui. Bon. je sais pas expert, j'ai pas entre les lignes, mais j'ai pas envie de m'emballer. Je pense que t'as lu entre les lignes, là. Ah, d'accord. Non, mais on verra. Oui. On verra. C'est pareil. Bon, Cluzel, qui est un peu court, comme en Argentine, hein, ou même à Manicourt, il roule vite, mais il tire pas le rythme sur la course. Je sais pas si c'est un problème de pneumatique ou autre. Et Lucas Mayas, donc je parle que des Français, mais vraiment, ils étaient impressionnants. Lucas Mayas, par contre, lui, c'est un peu le contraire. Il démarre un peu plus doucement, le temps de se sortir du paquet, et puis après, il est intouchable, quoi. Il finit loin devant les autres. Il a trouvé la manière d'utiliser cette moto, cette Kawasaki. Et on sait très bien qu'en notre bonne main, quand on pense à Kinan, Soufoglu, cette Kawasaki a fait des miracles, quoi. Ah oui, clairement. Il est très à l'aise sur cette deuxième partie de saison. Ouais. La première était un petit peu plus en demi-teinte pour Mayas. Pour le GMT, d'une manière générale, effectivement, Perolari était un petit peu plus en retrait en début de saison. Il finit très très bien sa saison 2019. Cluzel, il manque pas grand chose pour jouer le titre, hein, quand même. Hein. Quand tu regardes le classement final, c'est pas grand chose, hein, ce qui manque. Non. Mais bon, ça manque quand même. Je pense que l'année prochaine, peut-être par rapport à la moto, ils auront plus d'expérience, moins chercher les réglages. Je pense
après, voilà, on sait, il y a toujours des concurrents très, très durs. Krummenacher, le champion, il sera toujours là dans la catégorie. Le Kamaya, c'est toujours costaud. On a vu qu'il y a des Isaac Vignales ou des, Kyle Il est Smith. très très fort, Vignales. Hein. Ouais, Kyle Smith aussi, costaud. Bon. Bah, en fait, Vignales, c'est comme Danilo, hein, ils étaient dans le même team Moto 2. C'est hallucinant de les voir, ils débarquent tous les deux en Super Sport. Bon, bah, Vignales, oui. performe, quoi. Donc, comme quoi, le niveau n'est pas forcément le même entre les deux catégories, mais surtout avoir un bon matériel en Moto 2, c'est pas évident. Ah oui. Ouais. C'est pas évident du tout. On retrouvera pas mal de ce petit monde-là de toute façon l'année prochaine. Bah, je crois qu'il y a que Caricasulo qui monte, hein. Donc, oui. Il n'y a pas beaucoup de place non plus. Hein. On passe au 300 du coup. Mais du coup, Krummenacher, il avait un 600 ce coup-là. Ah oui, bah il paraît, oui. Hein. À moins qu'il ait directement vu avec MV Agusta pour avoir je sais pas. le moteur. Tu crois qu'ils lui ont mis un moteur de popcorn dessus? Ouais, non, bah il s'est pas plaint. Non, mais il a joué la sécurité. Oui. Et voilà. Bon, c'est petit, c'est pas Marquez qui ferait ça, mais ça marche. Ouah, t'es méchant quand tu dis ça. Bah après, je comprends, hein, c'est pas titre de champion, bah ça se peaufine. Ça se gère. C'est ça. Bon, 300. C'est Scott Deroux qui l'emporte devant Muffles et Hirachi. Gonzalez, le champion du monde en titre, donc finit 4. Ana Carrasco 5. Verdoya fera 8. De Cancellis 9. Et Di Sora 13. Donc Gonzalez, on a dit qu'il était champion. Devant Scott Deroux qui finit vice-champion. Et Ana Carrasco sera 3ème. Du championnat. Verdoya finira une belle 4ème place cette année. De Cancellis 9, Di Sora 20, De La Vega 23 et Pedno 30ème. Donc voilà, je sais pas qui on va retrouver tout cela l'année prochaine dans la catégorie. Ça bouge beaucoup en général en 300, ceux qui sortent, ceux qui montent, ceux qui... Voilà. Mais c'était une saison intéressante. En tout cas, on a quand même une grosse révélation sur Verdoya en France, sur le talent de ce garçon. À voir ce qu'il fait l'année prochaine, en tout cas. Ouais, c'est clair. Et puis, Scott Deroux aussi, que moi, je suis pas non plus la catégorie tous les week-ends, mais c'est une belle saison qu'il a faite. Donc, on verra l'année prochaine ce que ça va donner. S'il y en a qui vont monter en 600, on verra bien. Ouais. On verra bien. Quoi d'autre à dire, du coup? On a fait le tour? On a fait le tour. Ne loupez pas, pour ceux qui s'intéressent, la dernière manche de l'ESBK la semaine prochaine. Donc en même temps que le Grand Prix de Malaisie, si je me trompe pas. Ouais. Ce sera pas les mêmes horaires, hein, mais donc ce sera à Rérez. Il y a des Français dans la catégorie. Si je me trompe pas, Christophe Posson et Jérémy Gornoni, pardon, cherchez son nom. Sur ce, Pierre, on se dit bonne semaine. Ouais, je souhaite une bonne semaine à Lorenzo, qui se mette bien pour la Malaisie et qu'il soit prêt, quoi. Bon allez, ciao tout le monde, ciao. Salut.